Bien, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez là? Ça va? Bon. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui Laurence Kahn et Michel Hinaudot sur un livre d'entretien qui s'appelle Fiction et vérité freudienne, la collection Les Belles Lettres, collection dans laquelle Michel Hinaudot a déjà fait des entretiens avec Miguel Abensour, que nous avons présenté ici, et l'an dernier, avec Jean-Michel Rey, que nous avons présenté ici aussi. Donc, Michel est journaliste honoraire, et le livre écrit avec Laurence Kahn est un livre qui se lit comme un entretien, et c'est un livre de Laurence Kahn, bien sûr, qui reprend tout son itinéraire. Laurence Kahn a été membre et présidente, et vous êtes toujours membre, j'imagine, de l'Association psychanalytique de France, APF, dont vous avez été présidente donc exactement de 2008 à 2010. Vous avez publié Cure d'enfance en 2004, car vous avez travaillé à plusieurs analyses d'enfants. Faire parler le destin en 2005, livre que vous trouverez à la librairie en sortant. L'écoute de l'analyste. Le psychanalyste apastique et le patient postmoderne 2014. Et tout récemment, ce que le nazisme a fait à la psychanalyse en 2018, livre que vous trouvez aussi à la sortie et dont nous parlerons sans doute un peu. Alors, cet ouvrage, donc, Fiction et vérité freudienne, est un ouvrage à deux voix, je vous l'ai dit, et qui retrace un chemin, le chemin de recherche de Freud lui-même. Cette entreprise de Freud, la création d'une nouvelle psychologie scientifique, en 1895, il publie pas, mais il rédige un traité, un projet, une esquisse de psychologie scientifique qui s'appellera au fil du temps la psychanalyse, qui a toujours été en recherche à partir de Freud et qui n'a pas cessé d'être une œuvre de recherche. Freud aurait pu faire œuvre de philosophe, d'ailleurs il a fait œuvre de philosophe d'une certaine manière, mais la voie qu'il a suivie, la psychanalyse, ne se présente pas comme un système ou une doctrine, et ça vous le dites très bien dans votre travail, Laurence Kahn. Freud a inventé une pratique au cours de laquelle il a découvert, avec des guillemets, la conversion hystérique, le transfert, la parole vive, et il a bâti un cadre, la cure analytique. À chaque fois, il a tenté d'élaborer des concepts qui nous servent encore et qui sont abordés, très bien présentés dans le livre. Je cite la pulsion, l'inconscient, l'idéal du moi, pour ne parler que d'eux. Et Laurence Kahn n'a pas choisi de s'adresser à ses confrères, même si elle le fait régulièrement, mais ici elle plonge la pensée et la pratique de Freud dans son siècle. Freud est mort juste au début de la Deuxième Guerre mondiale, dans son siècle et dans le nôtre. Et la psychanalyse a été exposée dès le départ, persécution, à la destruction par le nazisme. Elle a survécu, mais la question se pose, aujourd'hui encore, a-t-elle vraiment jamais été reconnue? Et ces entretiens, donc, Fiction et vérité freudienne, nous portent au bord où nous sommes présents, nous, ici, aujourd'hui, où d'immenses périls guettent non seulement la psychanalyse, mais la culture, dont, précisément, elle est indissociable. Et vous savez sans doute, si vous lisez les journaux, qu'il ne se passe pas une semaine sans que des gens demandent, par divers canaux, que la psychanalyse soit chassée des tribunaux, des universités et de toutes les institutions de santé. Bref, oui. Bon, et c'est régulier, ça revient là depuis quelques années. Bon, autrement dit, la psychanalyse a déjà une première fois traversé l'inhumain avec le nazisme, et aujourd'hui, elle est à nouveau à l'épreuve. Elle nous met en présence, en tout cas, de notre propre désarroi et de nos inquiétudes. Mais elle a, derrière elle maintenant, plus d'un siècle de recherche et de création, et elle peut revendiquer sa légitimité face aux attaques démagogiques et ignorantes. En tout cas, c'est ce qui ressort de la lecture de votre livre.
Alors, ma première question s'adressera en gros à vous deux, Michel et Laurence Kahn. Quoi de neuf depuis la première édition de ce livre, qui portait déjà ce titre? Comment avez-vous travaillé? Et, si vous voulez, d'une certaine manière, on peut travailler en 3 temps. D'une part, la métapsychologie, les concepts essentiels que j'ai énoncés, pulsion, transfert, idéal du moi. Deuxième point, de notre entretien portera sur Freud devant la barbarie nazie, la barbarie tout court. Et troisième point, aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur la psychanalyse, menaces de sa dilution dans autre chose que la psychanalyse, et menaces de le renoncement à la métapsychologie, c'est-à-dire tout simplement le renoncement à penser. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est que nous sommes obligés d'interrompre nos entretiens à 18h40 pour des raisons d'horaire SNCF. Voilà. Bon. Alors, comment avez-vous travaillé pour faire ce livre, Michel? Nous avons travaillé. Avant de vous dire bonjour, je voudrais dire un mot sur le fait que je me suis adressé à Laurence Kahn plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Je me suis aperçu très vite que Laurence Kahn avait une singularité particulière, c'est qu'elle n'était ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue, mais qu'elle était, si vous voulez, extérieure a priori à ce milieu-là qui allait devenir le sien, celui de la psychanalyse. En revanche, Laurence Kahn était de formation helléniste, historienne et particulièrement bonne connaisseuse de la philosophie et de la pensée grecque, puisqu'elle a fait un travail sous la direction de Pierre Vidal-Naquet, qui a été publié autrefois en 1978 aux éditions Maspero, qui sont devenues les éditions de la découverte, sous le titre, le livre de Laurence s'appelle Hermès Passe. Donc je trouvais que c'était une singularité propre que de s'adresser à quelqu'un qui, a priori, n'avait pas le cursus de formation que l'on sait être celui de la plupart des analystes. Et je pense aussi j'avais remarqué un livre qui s'appelait La petite maison de l'âme. Et je trouve que c'était extrêmement audacieux, intrépide d'employer le mot âme dans le titre d'un livre. Quand on avait fréquenté un petit peu la philosophie, c'était plutôt esprit qui venait, si je puis dire, à l'esprit, plutôt que le mot âme. On avait tous en tête la phénoménologie de l'esprit de Hegel. On savait que la philosophie au XVIIe avait beaucoup été préoccupée par les rapports de l'âme et de l'esprit. Donc c'était ces motifs-là qui m'ont dirigé, qui m'ont fait m'adresser à Laurence Kahn. Alors, et puis, donc, le fait que moi-même n'étant pas analyste, je crois que ça a eu une incidence sur non pas sur la construction du livre, mais sur la façon dont Laurence Kahn s'est exprimée, s'est exposée. Elle avait pour interlocuteur quelqu'un qui n'était pas analyste de son milieu et qui était d'une certaine manière un peu novice. Voilà. Alors, comment on a travaillé? On a décidé d'un mode d'entretien, puisque la proposition de l'éditeur était de faire un livre d'entretien. Alors, évidemment, il a fallu que Laurence Kahn accepte, et pour accepter, je lui ai proposé un schéma assez général de lien. J'avais dans l'idée qu'il fallait parcourir la pensée de Freud, qu'il fallait faire quelque chose, et c'était assez ambitieux de ma part. J'avais en tête des entretiens réputés, comme ceux de Lévi-Strauss avec Charbonnier, ou ceux de Lévinas, j'ai oublié quel était son interlocuteur, ou encore celui de Jean-François Lyotard avec Jean-Loup Thébault. Donc c'était un peu ambitieux et prétentieux peut-être de ma part de réaliser un livre à cet égard. Mais je crois dire que le pari a été tenu et il est l'œuvre de Laurence Kahn, essentiellement. Voilà, alors on a fait des entretiens régulièrement d'une durée d'une heure et demie, c'était enregistré, retranscrit. À l'époque, c'était des cassettes, il n'y avait pas de... C'était des cassettes sur bande. Et puis, nous décidions à la fin de chaque séance d'une heure et demie, quelle serait la matière du suivant. Voilà. Et
puis évidemment, on ne livre pas ça brutalement à l'éditeur, on écrit, on corrige, on rectifie, on nuance, et finalement on s'accorde sur un texte qui est celui qu'on peut lire aujourd'hui. Voilà. Oui, je voudrais juste ajouter à ce que Michel vient de dire, d'abord les motifs pour lesquels j'ai accepté, qui sont que, au fond, Michel Hénaudot était pour moi un interlocuteur extrêmement libre d'esprit, qui me permettait de sortir complètement du périmètre de la vie des analystes. En 2004, j'avais déjà beaucoup de responsabilités à l'intérieur de l'APF, et donc je risquais à tout moment de me retrouver enfermé dans mon propre circuit. Et ça, pour moi, c'est la mort de la pensée. Michel avait cette qualité d'être ce qu'on appelle un honnête homme, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire extrêmement cultivé et en même temps, comme il dit, novice, relativement novice, pas complètement novice, c'est-à-dire que ces questions étaient extrêmement ciblées. Mais il pouvait me suivre à l'endroit où moi j'aime tellement circuler, c'est-à-dire l'articulation entre ce qui est de l'ordre de la psychanalyse avec, comme Jean-François Rey vient de le dire, avec son outillage conceptuel et sa référence pratique, à la charnière de cela, et en même temps toute la dimension, toute l'ouverture culturelle, qui n'est rien d'autre que la grande tradition freudienne, puisque finalement Freud a toujours travaillé dans ces allers-retours entre la culture au sens le plus large du terme, les obstacles les pires à l'intérieur de la culture, et en même temps un savoir et une exigence qui lui venait de sa tradition médicale. Voilà, je pense que j'ai à peu près complété. On va compléter au fur et à mesure. Oui. Juste une petite remarque pour taquiner Michel. L'esprit et l'âme, on ne souffre pas dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel. L'esprit souffre, l'âme souffre, oui, mais l'esprit, je pense. Oui, c'est juste, c'est juste. Oui. Alors, parmi les nombreux chapitres de votre livre, il y a toujours cette référence, cet appel à la métapsychologie. Alors, il faudrait essayer d'expliciter ce terme, calqué sur la métaphysique d'Aristote, mais il me semble, je m'avance un peu, que la métapsychologie est un enjeu aujourd'hui pour la psychanalyse et même pour sa survie. C'est-à-dire que si l'on cédait, à mon avis, c'est ce que je retiens de votre livre, si l'on cédait quoi que ce soit du côté de l'inconscient, du transfert, de la pulsion, il y a quelque chose d'essentiel de la psychanalyse qui disparaîtrait. Et qui disparaîtrait, qui serait toujours inscrit dans l'histoire, les œuvres de Freud sont toujours là, mais qui disparaîtrait du champ de la pratique de l'analyse elle-même. Freud le dit très bien à un moment donné. Si on cède sur les mots, on cède sur les choses. Et là, en l'occurrence, si on lâche la métapsychologie sous le prétexte que Freud, finalement, a renouvelé les illusions de la métaphysique, ce qui, pour les médecins, reste malgré tout l'horreur absolue. Si on renonce à ça, on va renoncer à tout le montage théorique qui a permis de penser le sous-sol de l'humain, de la vie psychique de l'humain. Et d'ailleurs, il faut que je revienne sur âme, parce que c'est assez compliqué chez Freud. Mais au fond, on renonce à tout ce montage qui est justement un montage non simplifié. Alors, on peut dire que la métapsychologie est une chose très compliquée, mais il serait plus sage, à mon sens, de dire que la vie psychique de tout un chacun est très compliquée
et qu'il est extrêmement compliqué de réussir à en rendre compte par là même. Quand les nouvelles psychanalyses, qui sont parfois pas du tout des psychanalyses, qui s'apparentent au coaching, qui s'apparentent à toutes sortes de méthodes d'aide. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas le droit de citer, totalement. Je veux dire, toutes les méthodes d'aide ont droit de citer. Tout le problème, c'est en quoi leur existence et leur critique éventuelle de la métapsychologie justifierait la suppression de la psychanalyse du champ de la pensée via la suppression de cet appareil théorique. On voit très bien que dans ces méthodes-là, par exemple, au fond, l'usage de l'affect, l'usage de l'empathie, l'usage de la compréhension sont des outils absolument déterminants. Un analyste, ça n'est pas qu'il ne tient pas compte de l'affect, mais il en est pour lui de l'affect comme de tous les contenus manifestes, c'est-à-dire que la plus extrême tendresse peut masquer la plus extrême hostilité. Et que, somme toute, aussi bien dans la psychologie individuelle que dans la psychologie des masses, la question à la fois de s'avancer masqué, d'une part, et d'autre part, de réussir à séduire pour exercer une emprise, suppose qu'on ait une vision de l'outil pour percevoir cela et percevoir les enjeux de cela infiniment plus complexe que l'empathie. Donc de ce point de vue-là, effectivement, la métapsychologie est un bâti, ça n'est qu'un montage, ça n'est qu'un modèle, mais c'est un modèle qui correspond à une méthode. Et alors là, la méthode, elle, est complètement enracinée dans la pratique du traitement avec les adultes, les enfants, ou la réflexion, effectivement, sur le social. Juste la chose que je voulais dire à propos de âme. Oui, allez-y. La petite maison de l'âme, effectivement, c'est la référence. Enfin, c'est la référence. C'est la référence d'une part à Aristote. Bon, il faut quand même Freud a une double formation quand il est jeune. Il a une formation de médecin et il suit les cours de Brentano. À un moment donné, il envisage de faire de la philosophie. Dans sa correspondance de jeunesse avec son grand ami d'enfance, Zilberstein, ils discutent pour savoir s'ils vont faire de la philosophie ou pas. Tout ça pendant que Brentano leur explique que Kant est un vieux pachyderme, qu'il faut absolument s'arrêter de lire Kant. Plus qu'ancien que Freud, à certains égards, c'est difficile d'imaginer. Mais voilà, il a cette formation au départ. Via Brentano, évidemment, il a une très bonne connaissance d'Aristote. Il a, par sa culture d'helléniste, il n'est pas helléniste, mais au lycée autrichien, dans les dernières années, au moment de l'abitur, au moment de l'équivalent du baccalauréat, disons, il y a quand même, les élèves ont 6 heures de grec par semaine et 5 heures de latin par semaine. Donc il y a 11 heures d'études de langues anciennes, et Freud, au moment de son examen oral du baccalauréat, a été interrogé sur un cœur de la tragédie d'Œdipe, et véritablement comme texte, je crois que je ne connais pas de texte plus difficile que le texte grec des chœurs, car c'est un niveau de condensation du grec absolument gigantesque. Donc Freud rentre, au fond, dans la question de l'âme via le grec, via Brentano, via Aristote. Qu'est-ce qu'il en tire ? Il en tire non pas une théorie de l'âme, car l'âme n'est jamais toute seule, pratiquement jamais toute seule,
en tant que substantif avec une connotation conceptuelle, il en tire la vie de l'âme, la Seelenleben. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'au fond, la question est celle de ce mouvement de l'âme, qui est un élément absolument essentiel dans l'analyse, et sur lequel Michel m'a énormément interrogé, c'est-à-dire cette idée qu'il ne s'agit pas d'un état statique, d'un rapport statique au monde, c'est tout le temps un champ de force interne, c'est tout le temps un champ conflictuel interne, et que c'est la série des mouvements intérieurs que la métapsychologie va tenter de décrire d'un point de vue dynamique, du point de vue des rapports de force et du point de vue des instances qui sont mises en jeu, c'est-à-dire le conscient, l'inconscient et le préconscient. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, simplement, je veux faire deux remarques. Tout à l'heure, on a parlé de la pratique, la doctrine. Un des premiers livres en langue française qui présentait la psychanalyse d'un certain Dalbiez s'appelait Doctrine freudienne et pratique analytique. Donc, comme si on pouvait d'un côté résumer, en gros, comme on pourrait le faire pour préparer le bac, par exemple, la licence, une présentation. Alors, il y a les 3 topiques de Freud, etc. Alors, on essaie de savoir comment ça se passe entre le moi et le ça, etc. Ça, ce serait la doctrine, mais d'un autre côté, ce que vous montrez bien dans votre livre, c'est que la doctrine, c'est pas un système, elle s'élabore au fur et à mesure où Freud se pose des questions. Par exemple, pour la découverte du transfert, quand la jeune Dora est en analyse avec lui, elle le laisse tomber, et il se demande pourquoi, et puis après, il essaye de théoriser ce qu'il ne comprend pas au début, qu'il ne comprendra qu'après coup. Et il reprendra par la suite, bien entendu, cette question du transfert à d'autres analyses et dans d'autres textes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous aviez parlé de Kant, mais vous le dites aussi dans votre livre, le concept de pulsion est hérité du romantisme allemand, est hérité de Schiller et de Fichte, qui est allé très loin dans la conception de la pulsion. Il en est l'héritier, mais en même temps, évidemment, il les refonde complètement. Alors, sur la question de la doctrine, c'est très compliqué parce que, bien évidemment, et ça a été un point où Michel m'a beaucoup poussé à expliciter la manière dont la théorie, pour Freud, est toujours open to revision, c'est-à-dire doit toujours être ouverte à la révision. Et c'est comme ça que, sans doute, on y reviendra. Il y a cette espèce de grande bascule dans le trajet freudien qui est connu sous le nom du passage de la première topique à la deuxième topique, mais dit comme ça, c'est du charabia. Ce qui est extrêmement important, c'est que ça se passe autour de la guerre de 14-18, et ça correspond au moment où, d'une certaine manière, Freud se rend compte que l'espoir d'Aufklärung, qui l'a absolument conduit à l'exploration de la vie psychique humaine, est en train de voler en éclats, qu'il est nez à nez avec la capacité de destructivité de l'humain, et que ça va l'obliger à complètement reprendre des pans de du premier état de sa découverte. Donc, doctrine, de ce point de vue-là, c'est tout sauf une doctrine immobile et définitive, mais en même temps, et ça c'est un élément très important, quand Freud... Alors, je ne sais pas comment traduire, parce que en allemand, le mot qu'il utilise, c'est Lehre. Alors, c'est à la fois doctrine et théorie, mais quand il dit la doctrine du rêve, c'est le Shibboleth de la psychanalyse, ça correspond à quelque chose d'extrêmement important, qui est que on ne lâchera rien sur la notion de refoulement, on ne lâchera rien sur le fait qu'il y a une part mauvaise dans l'homme et que le prix de la civilisation, c'est le refoulement de cette part mauvaise, et que
toutes les choses qui nous expliquent que nous sommes des bons humains un peu maltraités par les traumatismes, ça ne marche pas. Donc ça, pas question de lâcher sur ces points-là. Et donc, tous les mécanismes de déguisement qui nous permettent d'ignorer qu'il y a toute cette zone, Adorno disait toute cette face noire à l'intérieur de nous. Et ça, au fond, Freud l'assume vraiment comme une doctrine. Il n'avait pas complètement tort, si l'on en juge par exemple par ce qui s'est passé avec Jung. Si on considère que Freud rompt sur ce shibboleth de la doctrine du refoulement, sur le refus de la façon dont Jung s'apprête à faire fonctionner l'archétype en passant complètement à la trappe et la sexualité infantile et la dimension meurtrière, avec l'idée que finalement l'archétype trouve des formes dans la vie pour s'incarner. Freud rompt avec Jung là-dessus, et Jung trouvera finalement, pour l'archétype et pour les mythes originaires, des incarnations à peu près aussi redoutables que Hitler et les nazis, qui ont trouvé ça absolument formidable. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des textes qui sont renversants. Le Wotan de Jung, au fond, Freud ne l'avait pas dans les mains en 14 quand il rompt avec Jung. Le Wotan date de 1936 et les entretiens qu'il a donnés en 1938 sont, au fond, indiquent très très bien comment la matière explosive que manipule l'analyse pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces forces obscures est la même qui, d'un seul coup, fait retour dans la vie collective à ciel ouvert, tout simplement. Alors, oui, là, on passe directement à ces années, donc entre 1901, la deuxième topique, les écrits, la correspondance avec Einstein sur la guerre, et finalement, Freud va emprunter également à l'anthropologie, puisque vous faites même référence à Totem et Tabou, le meurtre du père de l'ordre primitive, etc. Et également le dernier texte de Freud, qui est magnifique, L'homme Moïse et le monothéisme. Donc on a là une rencontre avec la crise de la culture, des mots même un peu euphémistes, c'est-à-dire sur le fait, comme le disait Walter Benjamin, qu'il n'y ait pas de document de civilisation qui ne soit en même temps document de barbarie. Bon, c'est un texte que Freud n'a sûrement pas lu puisqu'il a été édité seulement après la guerre. Mais voilà, donc c'est là où on est au cœur de votre travail, me semble-t-il. Oui, là, je pense que c'est... il y a plusieurs choses. Hein. Je vais le prendre par le biais de la fin, qui est, au fond, la manière dont Freud va, après la guerre de 14-18, être confronté, d'une part, à l'antisémitisme, d'autre part, à la persécution, mais aussi à l'explosion de toutes les structures psychanalytiques internationales. Justement, alors à ce propos, Jung reprend la direction de l'Institut allemand en tant que bras droit et bras gauche, d'ailleurs, de Göring, de Matthias Göring, le frère de Göring. Le frère de l'autre, oui. Frère ou cousin, enfin peu importe, très très proche de Göring. Ça, c'est, au fond, ça pose la question de la façon dont il a pu, dans des textes bien antérieurs, comme les textes de 1920, Psychologie des masses et analyse du moi, par exemple, il a pu
mettre à plat le processus psychique d'aliénation qui peut entraîner une masse à suivre un Führer. Un chef, puisque le Führer, c'est tout simplement le chef, c'est le leader. Et ce dispositif-là, en se servant de Le Bon, mais il va très très au-delà de Le Bon, ce dispositif-là est le dispositif qu'il met à plat. Et on reviendra éventuellement là-dessus, mais sur ce qu'il met au jour à ce moment-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, il y a eu un élément très important de la collaboration avec Michel Hénaudot, mais vraiment extrêmement important. C'est que quand j'ai commencé les entretiens, au fond, je ne m'attendais pas à être aussi intensément interrogée sur Freud. Et pourtant, j'avais déjà commencé à travailler là-dessus, hein, et j'étais aussi une lectrice de Arendt, par exemple. Mais je ne m'attendais pas, j'allais dire, à être cuisinée d'une façon aussi ferme sur la manière dont Freud avait pu concevoir la question de la barbarie, quand il dit nous constatons que le progrès a fait alliance avec la barbarie, ce qui est une phrase absolument extraordinaire, puisqu'au fond, elle signe la désolidarisation du progrès dans la vie de l'esprit et du progrès technique. Et il prononce cette phrase en 1937 ou en 1938. Et Michel est allé me chercher là-dessus avec une très grande insistance, ce qui fait que ensuite, ça a relancé la partie suivante de mon travail. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en train de travailler sur Freud, la psychanalyse et le nazisme quand même. Oui, quand je repense à cette formulation de Freud, je me dis pourquoi dit-il progrès et pas culture? Et qu'aujourd'hui, la notion de progrès, elle est à la fin, avant la Deuxième Guerre mondiale, on croit au progrès que depuis le XVIIIe, la notion de progrès a sa validité. Aujourd'hui, elle est abandonnée au profit du développement. On dit développement, économie, enfin toutes les modalités du développement, qu'il soit développement intellectuel, psychique, économique, etc. Donc ça m'a beaucoup frappé depuis pourquoi il garde le concept de progrès, de préférence à celui de civilisation ou culture, puisque globalement, si culture et civilisation, c'est à peu près la même idée pour Freud. En particulier, c'est la rupture ou l'éloignement avec l'animalité, à travers les actes, les réalisations des humains, et bien d'abord et avant tout la question du langage. Voilà. Par ailleurs, j'en profite pour compléter, c'est que dans ce livre d'entretien, quand on sait ce que Laurence Kahn a écrit depuis, on s'aperçoit qu'il y a des traces, les choses qu'elle développera dans deux ouvrages, en particulier Le psychanalyste apathique et Le patient postmoderne, puis le dernier livre qui a pour titre Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, se repèrent dans ces entretiens. Ils sont là. Les développements qu'elle annonce, bien sûr, les livres les établiront avec beaucoup de précision et beaucoup de références à tous les auteurs et à tous les psychanalystes. Voilà. Donc, rapidement... oui, mais c'est quand même... au moment où on a fait l'entretien pour le dernier chapitre, oui. Pour les deux derniers chapitres, c'est-à-dire Culture, refoulement, et puis l'autre qui est L'inhumanité a un grand avenir, la phrase de Valérie quand même qui est absolument sublime. L'inhumanité a un grand avenir. Oui, elle a un grand avenir. C'est dit Valérie. 32. 32. Oui. Et c'est Adorno qui cite cette phrase de Valérie. Au fond, ces deux entretiens-là au fond, c'est à ce moment-là que, sous la pression des questions de Michel Hénaudot, je me suis rendu compte qu'il était absolument indispensable. J'avais dans l'idée que Freud avait
totalement perdu aux alentours de la guerre de 14-18, mettons, avait totalement perdu son espérance de Aufklärer, d'homme des Lumières. Il y a ce trait d'esprit extraordinaire quand à propos de l'autodafé où les nazis brûlent les livres de Freud, il dit il y a un progrès quand même, ils brûlent mes livres, au Moyen-Âge, ils m'auraient brûlé moi. Oui, ça il le dit au moment des autodafés, on est en 39, il quitte à toute vitesse Vienne. Pourquoi est-ce qu'il quitte Vienne finalement à la dernière minute? Et c'est Marie Bonaparte qui négocie du haut de son état de princesse de Grèce avec les nazis directement, mais elle arrache littéralement Freud, Anna Freud et le cercle rapproché autour de Freud des mains des nazis. Et les sœurs de Freud mourront à Auschwitz. Donc on a brûlé juste ses livres, sauf qu'on a juste brûlé un tout petit peu plus. Et qu'au fond, quand il meurt en 1939 à Londres, il ne connaît probablement pas encore l'existence des fours crématoires. Il connaît certainement l'existence, absolument certainement, d'ailleurs il y a des traces dans certaines correspondances, l'existence des camps de concentration. Donc son humour est à la mesure du désespoir absolu. Au fond, mon hypothèse, sous la pression de la confrontation intellectuelle à laquelle m'a conduit Michel, la confrontation intellectuelle entre Adorno d'un côté, l'effondrement de l'Aufklärung et Freud de l'autre, m'a conduit à continuer de tirer ce fil-là, avec l'idée quand même que les psychanalystes ils avaient préféré enjamber la chose d'une manière générale. Et d'ailleurs, l'empathie est un très bel exemple de la manière d'enjamber l'extrême difficulté, pas simplement à penser la chose, mais même à l'envisager frontalement. C'est-à-dire que à certains égards, considérer qu'on aurait là un outil pour s'emparer de toutes les, comme dirait Thomas Mann, de toutes les figures démoniques refoulées, c'est tout de même un petit peu léger. Voilà. Et donc là, Michel Hénaudot aidant, j'y suis allé voir de beaucoup plus près. Alors, sur l'empathie, d'une part, actuellement, dans le paysage intellectuel, l'empathie a fait retour d'une manière nauséabonde, on peut dire, on ne sait même plus de quoi on parle, se mettre à la place de l'autre, oui, mais comment Einfühlung, en allemand, l'empathie, était le titre d'ailleurs d'un livre qui s'appelait Abstraction et Einfühlung, d'un historien de l'art allemand. Il s'agit de comment se projeter à l'intérieur d'un tableau, par exemple. Mais à la même époque, vous aviez Max Scheler, quand même, qui était un philosophe assez important, contemporain de Freud, qui distingue bien entre empathie et sympathie. C'est pas la même chose. Hein. Et aujourd'hui, on confond tout. Alors, moi, la question, si je puis me permettre, c'est la suivante. Sachant ce que peut la civilisation, à un moment donné, quelles armes la psychanalyse peut-elle nous fournir aujourd'hui pour résister à tout ce qu'on voit monter? Alors, ce qu'on voit monter aujourd'hui n'est pas nécessairement la réplique ou la récidive de ce qui s'est passé dans les années 30. Donc il faut affûter les concepts, il faut peut-être penser un peu les choses de manière nouvelle, quoi. Voilà. Alors, ma question, Laurence Kahn et Michel Hénaudot, c'est en quoi Freud, en quoi le travail de l'analyse peut nous aider dans la situation contemporaine.
C'est une question énorme. Hein, mais... Ben, ça rejoint la question de Michel sur pourquoi progrès, pourquoi pas culture. Pourquoi pas culture, ouais. Parce que, au fond, l'idéal de progrès, qui n'a effectivement, Michel, alors ça je suis entièrement d'accord, exactement rien à voir avec le développement, c'est même presque, le développement est presque l'opposé du progrès, absolument, est encore inscrit dans cette idée que le progrès de la science marche à l'unisson du progrès de l'humanisme et que, ensemble, cela permet des conquêtes sur précisément les zones obscures, disons barbares, pour reprendre ce mot à une très longue tradition occidentale. Quand Freud dit « le progrès a fait alliance avec la barbarie », il tient le fil du paradoxe le plus important, puisque le progrès, normalement, devrait entraîner, le progrès de la technique, devrait entraîner dans cette opération de réassurance de l'homme par rapport à la violence de la nature, devrait entraîner quelque chose qui finalement serait de l'ordre d'un progrès dans la vie de l'esprit, puisque l'homme n'aurait plus à se battre contre la violence du monde, et bien loin d'aboutir à ce progrès dans la vie de l'esprit, l'homme met le progrès technique entièrement au service de la destructivité. Donc, et là, c'est important parce que par rapport à l'idée de culture, au fond, bon, il y a plusieurs modèles de la culture, évidemment, quand on épluche Freud, mais dans une première approche, Freud a comme idée que la culture est le produit de la capacité des humains à refouler et à trouver des débouchés pour toutes les motions pulsionnelles qui ont été refoulées parce que inadmissibles, inacceptables dans le commerce des hommes, des solutions qui sont autant d'issues où les objets auxquels étaient accrochées ces motions sont abandonnés et de nouveaux objets sont créés, qui sont les objets de la créativité, tout simplement. C'est-à-dire, quand Freud parle de la culture, il est complètement accroché à cette idée qu'il va y avoir des objets nouveaux que l'homme est capable d'inventer en élargissant de plus en plus son propre champ de créativité. Quand il se retrouve aux prises avec la capacité d'anéantissement de l'humain, qui n'est pas simplement les émanations de la propension au meurtre, le refoulement du meurtre, confère Oedipe, mais confère tout un chacun, le refoulement du meurtre et la possibilité de déplacer ça dans un autre champ, qui peut être la littérature, qui peut être la peinture, qui peut être l'investissement
intense d'un métier, où il y a quelque chose de la violence qui va tout à fait trouver le moyen de s'exprimer. Mais quand il se retrouve nez à nez avec la destructivité, c'est-à-dire, pour aller très vite, entre la guerre de 14-18 et puis le destin de la République de Weimar et la montée du nazisme, et quand même à partir de 1930, ça va très très bien, hein, la montée du nazisme, tous les éléments sont là. Mein Kampf date de 1924. Freud sait très très bien que les nazis se servent du même vocabulaire que la psychanalyse, et ça, il faudra pouvoir le réévoquer. À partir de ce moment-là, évidemment, la vision de la culture et de la fragilité de la culture lui apparaît en grand. Il me semble que là, il y a quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il introduit effectivement la pulsion de mort. Mais ce n'est pas simplement que la pulsion de mort s'exercerait comme ça. C'est que la pulsion de mort procède à l'intérieur de chaque vie psychique à quelque chose qui n'est pas du tout simplement le vœu de mort. Le vœu de mort, le problème du vœu de mort, c'est qu'il est du côté de la libido. Je veux dire, c'est très vivant de vouloir que mon ennemi meure. Ça, franchement, il n'y a pas plus vivant que ça. L'action de la pulsion de mort n'est pas du tout assimilable avec le vœu de mort. L'action de la pulsion de mort, c'est d'abord, elle est muette, elle n'a pas de représentant en tant que telle, et elle joue un rôle, alors ça c'est assez compliqué, mais c'est extrêmement important, elle joue un rôle dans la tractation que le moi passe avec le renoncement à tous ces objets d'investissement, à tous ces objets d'amour, on va dire, de l'enfance, et le fait que ces objets, il les met à l'intérieur de lui, qui deviennent autant d'instances qui sont, par exemple, les instances idéales, c'est-à-dire ce que je rêve de faire, ce que, pour le bien, je souhaite mener, le bien de la communauté, et puis les instances interdictrices. C'est-à-dire, ça, je ne dois pas le faire. Alors, Freud reprend toute la généalogie, évidemment, interne des systèmes d'interdits, en montrant comment ils viennent s'enraciner dans quelque chose que l'enfant, le tout petit enfant, le petit sauvage, hein, parce qu'on met quand même au monde des petits sauvages, il va s'agir de les éduquer, donc c'est une sacrée affaire. Donc, Freud reprend toute la généalogie de cette transformation qu'il appelle progrès, d'un petit sauvage en un Kulturkind, un enfant culturel. C'est-à-dire un enfant qui, grosso modo, va quand même savoir quels sont les interdits auxquels il doit obéir ou non. Mais finalement, au moment où s'opère ce procédé qui consiste, intrapsychique, à mettre à l'intérieur de soi ce qui a été les voies parentales, les voies des éducateurs, à le mettre à l'intérieur de soi sous forme de l'intériorisation, ce qui est quand même la grande affaire de l'éducation. À ce moment-là, très bizarrement, le moi se retrouve à découvert, du point de vue de son lest libidinal, il se trouve à découvert face à l'action de la pulsion de mort, qui est la tendance au désinvestissement. C'est-à-dire l'idée que vous
lâché les choses, qu'elles sont abandonnées. Et au fond, si le moi n'a pas sa charge de libido, de pulsion libidinale pour rester accroché à ces objets, alors se met en route ce mouvement qui est le lâchage, et le lâchage qui, pour se rattraper, va à ce moment-là donner lieu à la destructivité. Alors, quand Freud, évidemment, met la main sur la pulsion de mort de cette manière-là, il a élucidé quelque chose. Pour revenir au problème de la métaphysique, je pense que ça a été absolument le plus grand chambard dans la vie intellectuelle de la psychanalyse, alors à propos de la doctrine, c'est-à-dire qu'il y a des analystes, et parmi les plus proches de Freud, à commencer par Jones, qui ont dit, mais là, Freud, il a perdu la tête. Il a complètement perdu la tête, avec cette idée qu'au fond, s'il introduisait la pulsion de mort, ça voudrait dire qu'il tournerait mystique. S'il y a bien une chose qui est non mystique dans la psychanalyse, c'est bien la pulsion de mort, et non métaphysique. C'est simplement cette espèce d'effet de perte en monde, en quelque sorte, de perte en monde. Je ne sais pas comment le formuler autrement. Alors, oui, il y a dans ce que vous dites, d'une part, sur le progrès, bon, juste pour la discussion, un des textes fondateurs de progrès, c'est l'idée universelle au point de vue cosmopolitique de Kant en 1785, qui se termine comme ça. Chaque génération se bat pour construire, pour la génération d'après, un monde meilleur. Et il termine en disant « C'est le progrès continu de l'humanité. Chaque individu et chaque génération est mortel, mais l'humanité est une espèce immortelle. » Nous savons aujourd'hui que tel n'est pas le cas. C'est déjà quelque chose d'important concernant le progrès. Concernant la culture, vous citez dans votre livre Thomas Mann, qui effectivement écrit, et ça Jean-Michel Ray a consacré un commentaire là-dessus, un petit texte peu connu qui s'appelle La Loi, dans lequel précisément Thomas Mann, de la même façon que Freud, cherche justement à contourner ou à jouer avec cette pulsion de mort. Il y a un exemple en vous écoutant qui me revient, qui est raconté qui est dans la Bible, hein, c'est que quand Moïse lève les bras, la mer Rouge s'ouvre et les Hébreux peuvent passer, mais si jamais il fatigue et qu'il baisse le bâton, ça retombe sur les Hébreux. Donc il y a deux femmes, sa sœur et sa femme, qui lui tiennent les bras en l'air pour... voilà, donc c'est ça le combat, et qui porte ce titre, justement, La Loi. Alors, ce qui est intéressant dans La Loi, c'est qu'au fond... bon, d'abord, La Loi croise complètement Moïse et le monothéisme, ça on y reviendra peut-être. Mais surtout, le titre du texte de Thomas Mann, Das Gesetz, c'est un titre qui prend frontalement l'opposition entre la loi et le droit, opposition que les nazis sont en train de mettre en place, ont mis en place, puisque Das Gesetz, la loi, c'est un texte qui date du milieu de la guerre. À ce moment-là, Thomas Mann est émigré aux États-Unis. Moïse, il a son exemplaire du Moïse et le monothéisme de Freud. On l'a retrouvé dans la bibliothèque de Thomas Mann, complètement annoté. Mais au fond, ce que vise absolument Thomas Mann à ce moment-là, c'est la manière dont le droit nazi, das Recht, le droit nazi,
est un droit qui est en train de détruire le principe de l'abstraction de la loi. C'est évidemment tout à fait extraordinaire puisque ce que Freud, c'est le grand écart entre Totem et Tabou et Moïse, au fond ce que Freud, avec Moïse, fait apparaître, c'est comment ça n'est pas simplement le meurtre originaire d'un père qui se répète sous la forme du meurtre de Moïse, puis qui trouve sa solution sous la forme de l'interdit et de la conscience taboue, pas du tout, que la grande différence entre finalement Totem et Tabou et l'homme Moïse, c'est que dans Totem et Tabou, on va avoir affaire à une conscience taboue avec des rituels d'interdit, mais encore avec un système à la fois d'incarnation dans le totem et de consommation sacrificielle, alors que dans Moïse, ce qui se met en place, c'est la loi. Est-ce que vous décrivez à propos du moment où les femmes retiennent Moïse, car Moïse est lui-même un sauvage qui est en train de tenter de s'éduquer, au fond c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la possibilité de penser une loi abstraite. Il faut bien voir que les nazis n'ont eu de cesse. Bon, mais là, il y a des historiens du droit. Je pense par exemple à Jouan Jean, qui a fait un travail absolument admirable. C'est lui qui m'a fait comprendre comment, au fond, les nazis n'ont eu de cesse de détruire la dimension abstraite du droit et de faire, c'est-à-dire de la loi, considérée comme une abstraction proprement juive et de la faire basculer tout le droit sur le versant de la naturalité, d'une part, et d'autre part, de la mettre au service d'un principe d'incarnation, qui est l'incarnation du peuple dans le Führer, sans système de représentation, sans système de délégation, en direct. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important que Thomas Mann récupère, mais que Freud, dans Moïse, au fond, a tenté d'élaborer. Et je crois que quand vous posez la question de savoir si Moïse a été écrit dans le contexte des persécutions, commence la rédaction de Moïse en 1934. Je veux dire, voilà, la date en elle-même parle. Heitingon est en train de dire, le lieu où siège la société psychanalytique berlinoise est visitée par la Gestapo. La Gestapo essaye de mettre la main sur tous les dossiers des médecins, dossiers des patients. Heitingon cache tout. Et puis finalement, il finit par s'enfuir, réussit à s'enfuir en Israël. On est en 1934 à ce moment-là. Donc voilà, et ça n'est que le début. Mais donc Freud, évidemment, qu'il est complètement consterné par ce qui se passe à ce moment-là. Mais surtout, ça le fait penser. C'est-à-dire que d'un seul coup, il se dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est un début. Ce que vous venez de dire sur la loi et le droit, sur la façon dont les nazis jouent entre le symbolique et l'empirique, c'est-à-dire le rapport de force pure, la domination nue, c'est là-dedans que se sont insérés des gens comme Carl Schmitt, qui aujourd'hui a refait un regain d'intérêt assez douteux, mais bon, prenez mieux. Mais c'est ça, hein. C'est à partir du moment où vous rabattez le symbolique sur le rapport de force, et sur l'empirique du rapport de force, eh bien la loi s'effondre, c'est tout. Et donc, il faut peut-être des années pour s'en rendre compte, mais en tout cas, c'est un des apports de Freud que vous soulignez dans votre livre.
Alors, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est, parce que, donc, on a un petit quart d'heure avant de laisser la parole au public, c'est la question des menaces actuelles sur la psychanalyse. Alors, je ne veux pas énumérer, la liste très trop longue, tous les textes, dépôts de motions, de je ne sais pas quoi, pour chasser la psychanalyse des endroits où on fait appel à elle, les tribunaux, l'université, etc., sous deux reproches. Enfin, c'est facile, hein. Le reproche, c'est d'une part, le reproche savant, c'est d'une part, la psychanalyse n'est pas une science. Deuxième reproche, la psychanalyse, si elle est une science d'interprétation, ce qu'elle n'a jamais voulu être, mais à laquelle on oppose l'observation. Vous savez, ça s'appelle evidence-based medicine. Donc, on regarde un type, on dit, ah oui, là, oui, bon, on dirait que, etc. Bon. Et puis enfin, si je puis dire, la troisième objection, c'est que ça ne sert à rien parce que ça guérit personne, quoi. Donc je ne sais pas, je ne prends pas ça maintenant. Non, mais vous avez tout à fait raison, bon, il faut le dire comme ça. Et ça, je trouve ça formidable. Mais évidemment, ça guérit personne. Ben c'est bien connu. Ben oui. Et le problème, c'est qu'il faudrait s'entendre sur le terme de guérison. Qu'est-ce qu'on appelle une guérison? Oui. Les médecins, les vrais, comment vous dire, les réanimateurs, enfin des gens comme ça, quoi, des médecins. Oui, on voit les médecins, oui. On connaît. Enfin, ils nous aident, hein, ce sont des gens qui nous... très souvent, ils ne nous guérissent pas. C'est quand même... Ils sont les premiers à savoir que très souvent, ils ne nous guérissent pas. Donc, les médecins sont des gens qui ont beaucoup réfléchi. Les vrais médecins ont beaucoup réfléchi à la notion de guérison. Ils savent très bien que tout le problème est de savoir comment est-ce qu'on va distinguer le mieux-être de la guérison. Nous sommes extrêmement nombreux à vivre pas mal, mais malades. Et nous savons de quoi nous sommes malades. Je veux dire, nous nous soignons régulièrement, mais nous ne sommes pas guéris. Éventuellement, nous avons des maladies inguérissables. Donc, quand on dit la psychanalyse ne guérit pas, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle la guérison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la question de la preuve. Bon, ça, c'était depuis le premier jour. Hein. On a dit à Freud, écoutez, faites les preuves. Faites les preuves, présentez les preuves. Ça a commencé à la Société de psychiatrie de Vienne, à son premier exposé, au retour de Paris. Il venait d'écouter et de suivre l'enseignement de Charcot. Il était à ce moment-là encore pris dans le sillage de l'hypnose. Il se débrouillait assez bien. Hein. Il soignait pas mal. Donc il développe quelque chose sur un cas d'hystérie masculine, hurlement, donner la preuve. Comme si l'hystérie était rigoureusement un dispositif intrapsychique de femme. Ce qui évidemment faisait partie de la vulgate du moment, qui a duré d'ailleurs un bon petit moment. Et tout de suite, immédiatement, la question de faire la preuve de s'est posée. Ça n'a jamais cessé. C'est-à-dire, vous prenez Popper, sa critique de la psychanalyse, en même temps d'ailleurs que sa critique du marxisme, les deux sont mis de ce point de vue-là dans le même sac. Au fond, c'est la même idée, c'est-à-dire, c'est bien gentil tout ce que vous nous racontez, vos modèles, tout ça, mais montrez-moi comment je peux réussir à falsifier ce modèle. Le problème, c'est pas de présenter une observation qui validerait le modèle. Le problème, c'est de quelle manière est-ce que je peux montrer que le modèle, comment ce modèle ouvre la possibilité de montrer que le modèle est faux.
Et il dit, vous êtes dans un système, comme le marxisme, qui, finalement, s'auto-confirme. Là, on est en 1935. Vous prenez Grünbaum, on est après-guerre, là, 1966. Ça recommence. C'est-à-dire, la psychanalyse ne prouve rien. Ce qu'elle prend pour des confirmations ne sont que des tally arguments, c'est-à-dire une argumentation par concordance, c'est-à-dire qu'elle est là complètement, c'est pire que auto-confirmée, elle prend la concordance entre le mieux-être du patient et l'interprétation pour la preuve que l'interprétation est pour quelque chose dans le mieux-être du patient. Mais ce n'est qu'une concordance. Donc arrêtons de considérer que c'est une preuve. Et là, la démonstration de Grünbaum, Pierre-Henri Castel a fait un commentaire complet de la lecture par Grünbaum de l'interprétation du rêve, en montrant comment, d'abord, une chose évidente quand on lit Grünbaum, c'est qu'il n'a pas lu l'interprétation du rêve, il a juste lu les études sur l'hystérie, ce qui quand même est un petit peu ennuyeux pour critiquer l'interprétation du rêve. Mais on voit très bien comment fonctionne à ce moment-là la critique et comment dire, c'est pire que la critique, parce que c'était la critique, ça irait. C'est l'idée qu'il faut supprimer la psychanalyse du champ de vision et du champ intellectuel. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle virulence, finalement? Ça reste assez énigmatique, si on réfléchit bien. Ça reste assez énigmatique, bien évidemment qu'il faut batailler contre ça. Mais que dit la psychanalyse qui est à ce point inadmissible? Est-ce qu'elle dit quelque chose sur une zone inconnue en nous que très progressivement on met au jour, mais qui de toute façon se reformera, qui fait que il est intolérable pour l'humain de ne pas avoir la maîtrise et de devoir reconnaître qu'il y a cette zone inconnue? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que tout se passe comme si la psychanalyse était une ennemie de la culture dans ses luttes, alors qu'en réalité, elle a montré comment la condition pour l'existence de la culture était que cette zone noire qui existe soit une zone refoulée. Est-ce que c'est ça qui est reproché? Bon, et puis on en viendra à la situation actuelle. Mais peut-être, Michel, que toi, tu as, par rapport à ça, parce que... Il y a aussi un rejet ou un refus ou une condamnation de la psychanalyse au niveau des États. Je veux dire, la psychanalyse n'a pas le droit de citer en Union soviétique, de même que elle a été, s'est heurtée au régime autoritaire qui la condamne. Et Laurence Kahn, dans la partie de ce livre-là qui essaye de tenir compte des ouvrages les plus récents, rapporte ce qui s'est tenu à un congrès auquel elle a assisté il y a 2 ou 3 ans, que c'était aux Pays-Bas. Et le thème en était, Laurence, c'était identité, et puis le deuxième terme du colloque, du congrès. Ah, c'était non, c'était formidable. C'était vraiment formidable. C'était le propre et l'étranger. Mais dans 3 langues, puisque c'était un congrès de la Fédération européenne. Donc il fallait le formuler en français. Donc c'était le propre et l'étranger. Donc la psychanalyse heurte les régimes politiques, et c'est parce que probablement on considère qu'elle critique des idéaux qui sont plus ou moins fondés. C'est-à-dire que là, c'était un congrès qui avait pour objet pas
directement, mais pas loin de directement, la question des immigrés. Pas des émigrés, mais des immigrés. Et donc le propre et l'étranger, ça c'est très, très exactement la manière dont la psychanalyse peut s'immerger complètement à l'intérieur de la vie de la cité. C'est-à-dire que c'était des psychanalystes qui circulaient depuis l'analyse du propre et de l'étranger à l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire de chaque individu, et qu'est-ce que je considère comme étranger à moi, qui quand même est un petit peu moi, et puis de ce point-là, qui circulait jusqu'à l'opposer au plan de la dimension, c'est-à-dire la dimension culturelle du propre et de l'étranger, et là, on était directement aux prises avec à la fois toute la question de, on va dire tout bêtement, l'antisémitisme, l'islamophobie, tous les systèmes de rejet, toute la mise en place de lois rejetantes. Ça se passait aux Pays-Bas, il y avait eu un congrès qui avait eu lieu à Berlin juste avant, l'Allemagne complètement secouée par l'arrivée en masse des immigrés à qui Merkel avait ouvert grand les portes. Donc on voyait très très bien comment, et il y avait eu les attentats parisiens, où malgré tout le discours islamiste apparaissait en grand et qui avait été analysé d'extrêmement près par certains collègues. C'était en particulier des Londoniens qui avaient fait tout un énorme travail, ce qui était intéressant puisque eux-mêmes avaient été aux prises avec des attentats à Londres absolument terribles. Voilà, donc là on voit bien comment le propre et l'étranger reprenaient en charge, et ce qui était très joyeux, malgré le thème tout à fait malheureux du congrès, ce qui était extrêmement joyeux, c'est que ça a été un des premiers congrès, après, j'allais dire, des années de progression systématique de l'empathie et de la bien-pensance. C'était un des premiers congrès où on voyait les analystes vraiment rattraper leurs propres outils en se disant, là, il faut qu'on arrive à penser quelque chose et on va être obligé de reprendre et le problème du surmoi, et le problème de l'interdit, et le problème de la pulsion de mort, et le problème des idéaux et de la dimension délétère des idéaux, c'est-à-dire destructrice des idéaux. Il ne faut jamais oublier que les nazis ont opéré sous le coup d'idéaux de pureté, et c'est capital. Donc on voyait les analystes qui reprenaient en charge tous leurs propres outils, et ça c'était très joyeux. Merci. Alors avant de passer la parole au public, je juste une... Tu veux dire quelque chose ? Oui. Parle, vas-y, excuse-moi. Oui, je voudrais compléter ce que j'ai pu dire tout à l'heure à propos de Laurence Kahn. Je crois qu'une de ses singularités, c'est aussi une connaissance extrêmement profonde, et on a prononcé des noms tout à l'heure, Adorno, Mann, on n'a pas encore dit celui de Goethe, mais c'est une constellation d'écrivains, de penseurs qui nourrissent continuellement la pensée de Laurence Kahn et qui s'amarrent à sa lecture et à sa compréhension, à son exposition qu'elle a de l'œuvre de Freud. Et dans les livres plus récents, il faut ajouter un auteur qui, à l'époque où nous faisions l'entretien, n'était pas traduit en français, c'est Imre Kertész. Et la lecture de Kertész, au fond, s'arc-boute à celle de Freud, à la lecture que Laurence Kahn fait de la question du droit et de la loi telle qu'elle est proposée avec Kertész, et la question du destin, puisque la question du destin est le titre d'un de ses ouvrages, qui était à peu près contemporain de nos entretiens. Donc ça c'est à mes yeux, c'est très important. Et je dirais qu'en sous-sol, en sous-bassement de cette constellation, Goethe, Thomas Mann, Kertész, Freud, il y a quelqu'un qui est aussi très essentiel, c'est Adorno. Pourquoi Adorno ? Parce qu'Adorno est quelqu'un qui dialogue avec Thomas Mann avant la guerre. Quand Thomas Mann écrit et travaille à son immense roman qui est Dr Faustus, que Freud et Adorno ne se sont pas connus, mais ça c'est un souhait, un regret profond
qu'exprime souvent Laurence, mais Adorno a lu de près et à deux époques très différentes l'œuvre de Freud, et le dernier Adorno est une espèce de salut, précisément au Freud et à la compréhension de la culture selon Freud et de l'agressivité selon Freud. Et quant à Kertész, qui effectivement n'a pas pu reconnaître Freud, évidemment, mais qui connaît Adorno. Et tout ça, c'est une constellation qui se concentre et qui nourrit la pensée de Laurence Kahn. On s'aperçoit, par exemple, quand Imre Kertész a lu Adorno, quand il écrit, je crois que c'est dans l'Ultime Auberge ou dans le Journal de Galère, il découvre que l'écriture de son grand livre, Être sans destin, il la qualifie d'atonale. Et atonale, il est dit explicitement qu'il doit ça à Adorno. Et on suppose qu'il a lu la moitié, il a lu en partie la philosophie de la nouvelle musique, ou précisément Adorno parle de Schoenberg. Voilà, donc je voulais simplement donner ce point, parce que tout cela, c'est ce sur quoi, en fait, la pensée de Laurence Kahn, parce qu'il s'agit pas seulement de son appréciation de Freud, mais sa propre pensée, est en appui sur ces auteurs. Il y en a beaucoup d'autres, mais on se contente de ceux pour qui la langue allemande était essentielle, à l'exception de Kertész. Il faudrait peut-être ajouter, je ne sais pas, peut-être ajouter un auteur hongrois comme Kertész, qui travaillait la notion de destin, qui était Léopold Zondy, qui était de la grande école hongroise des disciples de Freud. Voilà. Le Kertész, c'est un traducteur de Freud. Hein, oui, c'est vrai, j'ai oublié lui. Eh oui, c'est incroyable. Oui, oui. Donc, ça fait quand même. Ah oui, mais ça, c'était la mythologie repas. Tout à fait stupéfiante. C'était vraiment la mythologie repas. Et au fond, je veux dire, on leur fait passer les Panzerwagen, on leur fait passer les chars russes, on leur fait passer tout. Et il y a quelque chose comment dire, il y a une espèce d'exigence. Je ne sais pas comment le formuler. C'est parce que cynique n'est pas le bon terme. C'est vraiment l'exigence en même temps du désespoir. Il n'y a pas plus proche de la plaisanterie juive que la plaisanterie tchèque. Par exemple, au moment de l'existence, pendant qu'il y avait le mur, quand on passait à Prague, c'était terrible, quoi. C'était des plaisanteries juives, mais elles étaient tchèques. Et voilà, donc quelque chose qui est à mi-chemin entre la lucidité, l'exigence conceptuelle, la drôlerie, une espèce de vitalité qui persiste, et en même temps un rapport au malheur assez sérieux. D'un malheur qui ne fait pas peur. D'un malheur qui ne fait pas peur, oui. Au fond, qui fait partie de la condition humaine, et il n'y a pas de quoi en faire un plat. Évidemment, on voit bien comment ça, quand tous ces gens que tu décrivais, qui faisaient une vraie constellation, se retrouvent, pas Kertész, mais Thomas Mann, Adorno, Schoenberg, enfin tout ce petit monde, se retrouve à Pacific Palisades pendant la guerre, donc sur la côte californienne, et qui sont confrontés. Oui, c'est les exilés. Oui, ce sont les exilés, mais alors au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent nez à nez avec un statut de la psychanalyse qui leur fait se dresser les cheveux sur la tête, avec l'idée que c'est une variante, comme dit Adorno, c'est une variante du sport. Et le combat, bon, lui, il est nourri du Freud le plus freudien, le Freud des conférences d'introduction sur lesquelles il a fait sa thèse avant la guerre. Et au fond, c'est la psychanalyse comme cosmétique, quoi. Il le dit, il l'écrit. Il est complètement terrifié par ce qui est en train d'arriver à la psychanalyse de l'autre côté. Et ce sont vraiment des exilés à ce moment-là. Thomas Mann connaît la même chose. Il est désespéré par cette représentation-là de la psychanalyse. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que cette scission-là,
qui, pendant un certain temps, s'est soldée par des scissions réelles à l'intérieur du mouvement analytique. C'est-à-dire que ceux qui prônaient une révision de la psychanalyse, c'est-à-dire Karine Hornet, etc., tous les culturalistes, ont été exclus quand même du mouvement analytique. Adorno a écrit un très très beau texte sur la psychanalyse révisée et il montre quels sont les enjeux de ces exclusions. Mais au fond, dans la suite de l'après-guerre, ça a été considéré comme un acte d'autoritarisme insupportable au regard de la démocratie. Et là, on touche politiquement, parce qu'il y a une politique de la psychanalyse, comme il y a une politique de bien des domaines. Politiquement, la position de la psychanalyse a été, à mon avis, à partir de ce moment-là, extrêmement compliquée. Car l'enjeu, pour ne pas manifester des penchants autoritaires, dont à ce moment-là on repérait les effets depuis la politique générale de l'international jusqu'à, puisque la dernière exclusion, ça a été Lacan, et ensuite terminé. Alors là, on accueille tout le monde et on garde tout le monde. Ça a fait suffisamment de bazar, l'exclusion de Lacan. Donc, à partir de cette date, la position de l'Association psychanalytique internationale a consisté à garder tout le monde. Mais garder tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire cohabiter des courants les plus variés et que, à chaque fois qu'on va s'adapter, pour le coup, à l'acceptation d'un courant qui perd en substance théorique, la représentation même de la psychanalyse va perdre en substance théorique. Le résultat, c'est, en matière de psychanalyse révisée, c'est que, par exemple, au moment, il se trouve que je préparais une conférence à ce moment-là, dont le titre était, pour que vous ayez une idée, « Libération conditionnelle ». Je suis allée, pour voir ce que tout ça était devenu, sur le site de, puisque je travaillais de nouveau sur l'empathie, etc., je suis allée sur le site internet de l'Association psychanalytique américaine, l'APSA. On était au moment où les émigrés syriens butaient sur les rouleaux de grillage de la Macédoine, de la Hongrie. La police et l'armée hongroise circulaient dans des no man's land avec des chiens de berger allemands et il y avait une photo sur le site de l'APSA d'enfants au premier rang et d'adultes derrière, avec les yeux noirs, les petits cheveux bouclés, le teint légèrement brun et qui évidemment réveillait les souvenirs les plus insensés, quoi. Et il y avait écrit « Empathy for refugees », c'est-à-dire « empathie pour les réfugiés ». Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'empathie pour les réfugiés? Vous m'expliquez ce qu'on fait avec l'empathie pour les réfugiés. Donc, petit discours sur le fait que Freud avait été un réfugié, qu'il fallait aider les réfugiés, il fallait beaucoup aider les réfugiés. Bon, mais ça, d'accord, on est d'accord, il faut aider les réfugiés, il faut aller travailler dans les banlieues aussi. Mais c'était le site de l'Association psychanalytique américaine. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle faisait de ce qui amenait des démocraties, précisément, à traiter de cette manière-là, à nouveau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle faisait
de la répétition. Qu'est-ce qu'elle faisait de la compulsion de répétition? Bon, Merci. Évidemment, ils sont maintenant avec rien dans les mains face à Trump, comme par hasard. Bon, allez, ça vous. Il nous reste un petit quart d'heure. Hein. On a le bordel. 20 minutes, oui. Oh là là. Oui, je voulais savoir comment Freud explique ce phénomène, donc ce processus d'aliénation d'un peuple par rapport à un chef, justement. Donc je voulais savoir s'il y a un moi collectif et également quel était le langage. Vous aviez dit que le nazisme utilisait le langage de la psychanalyse et quelle était la portée de ce langage. Il n'y a pas de moi collectif. Votre question est très précise. Hein. Il y a des systèmes d'identification réciproque. Mais d'identification réciproque qui aboutissent à la fabrication d'une mêmeté. C'est-à-dire que j'abrège, parce que c'est évidemment, c'est compliqué. Mais grosso modo, chacun d'entre nous appartient à plusieurs systèmes d'appartenance, de groupe, avec des réseaux d'identification à l'intérieur de ces groupes. Et donc, mon réseau identificatoire interne est fait d'un très grand mélange. Dans la partie la plus publique et présentable, je veux dire, il y a ce qui me vient d'Hernan, il y a ce qui me vient des analystes qui m'ont formé, il y a ce qui me vient de mon amour de l'allemand, mes conflits avec l'allemand, qui sont assez sérieux, etc. Vient le moment où le système identificatoire ne va plus fonctionner qu'autour d'une seule figure, sur la base de la mêmeté. Et c'est exactement ça qui se passe dans le cas de l'évolution progressive de l'Allemagne à partir, on va dire, de 25-26, dans la débâcle épouvantable, économique, politique, etc., des années du démarrage de la... Pas de la crise de 32, hein, ça vient bien avant. Ça vient de... Bon, ça a été très très bien écrit, en particulier dans les mémoires et dans les romans. Donc, ça, c'est la première chose, avec cette idée que dans ce système identificatoire, au fond, chacun, mais Arendt décrit des choses, elle détestait la psychanalyse, mais elle a décrit les mêmes choses. Chacun place à l'intérieur de lui, en lieu et place à la fois d'idéal et d'instance de jugement, cette figure idéale, si bien que tout un chacun perd les moyens de son jugement, qui sont directement liés à la pluralité interne. Si il n'y a pas une pluralité à l'intérieur de moi, je ne peux pas bouger de position. Donc comment est-ce que je fais pour juger? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le langage. Là, je me suis... j'ai pris à un moment donné mon courage à deux mains et je suis, mais vraiment, pris mon courage à deux mains, ça a recommencé avec Wotan, mais je suis allée lire Mein Kampf en allemand, en me disant maintenant ça va comme ça, on va arrêter de tourner autour du pot, c'est très très mal traduit, traduction de 34 est absolument misérable, bon là c'est en train d'être retraduit, mais c'est pas édité en français. Je me dis, bon, il faut y aller, j'y vais,
et là, je dois dire que je n'ai pas été déçue. C'est-à-dire que je retrouve... Bon, je savais que j'allais y trouver inconscient. Ça, de toute façon, c'était omniprésent. Thomas Mann m'avait prévenu. Il m'avait dit... le démonique et l'inconscient est omniprésent. Seulement, je ne trouve pas que ça. Je trouve le pulsionnel. La traduction française disait instinctuel. Ah non, non, c'est trib. C'est le pulsionnel. Et là, on rejoint la question qu'on n'a pas pu aborder, qui est tout le grand trajet de la pulsion depuis le romantisme allemand. Je trouve trib, mais là où ça devient évidemment tout à fait effrayant, c'est quand je trouve la pulsion d'autoconservation, qui est évidemment un des éléments clés que Freud met en place très très tôt pour expliquer comment précisément le moi va trouver les moyens de sa survie alors qu'il a affaire aux attaques du dehors et aux attaques internes de la pulsionnalité qui peut très bien lui faire commettre des choses qui le mettent en danger. Donc, au fond, la question de la pulsion d'autoconservation, elle est capitale au sens de la survie. Telle qu'elle, dans Hitler, la pulsion d'autoconservation qui va justifier le Lebensraum, c'est-à-dire la politique de l'espace vital. Donc, quand tout ça, je veux dire, c'est écrit, Mein Kampf est écrit en 1924-1925, c'est publié à la sortie de prison de Hitler, puisqu'il écrit tout ça partiellement en prison. Voilà. On voit extrêmement bien comment la même culture, d'un seul coup, est en train de se retourner contre la culture. Et c'est pour ça que Kertész parle de contre-culture. Et là, il ne faut pas parler simplement d'anarchie ou de barbarie. C'est une culture. C'est une contre-culture. Une deuxième question. Il nous reste 5 minutes, pas plus, malheureusement. Oh là là. Ouais. Je suis trop longue dans mes réponses. Non. Oui, enfin, c'est un peu rapide. J'avertis que je vais être volontairement simplificateur et provocateur. Alors, vous avez un petit peu dressé un tableau de la psychanalyse comme une sorte de citadelle assiégée, et en même temps un petit peu perdu dans ces débats théoriques byzantins. Alors, je l'ai dit, je suis provocateur et simplificateur volontairement. Est-ce que la réponse à ça, ce n'est pas de s'ouvrir, c'est-à-dire de maintenir le lien historique avec la médecine, de s'ouvrir aussi avec quelque chose qui se développe de manière très parallèle et pour pas dire étrangère, ce sont les neurosciences, et puis de s'inscrire dans le travail de terrain, le travail social, voire l'action politique. C'est-à-dire de s'ouvrir plutôt que d'être une citadelle assiégée, de s'ouvrir et de dialoguer avec même des gens qui sont peut-être hostiles comme les neurosciences. Voilà. Ah ben c'est absolument indispensable. Je dirais, de toute façon, les neurosciences, Solms, Turnbull, etc., sont des gens qui sont en train de découvrir des choses. Donc ça, c'est une évidence. Par ailleurs, il faut bien voir qu'il y a bon nombre de patients que la psychanalyse ne pourrait pas prendre en traitement s'il n'y avait pas d'aide médicamenteuse. Donc, moi, je travaille en collaboration avec des psychiatres. Dieu merci, ils existent. Bon, ça, c'est... Alors, s'ouvrir, j'ai envie de dire, c'est ce que Michel a dit un peu au début, tout le livre est une tentative, justement, d'ouverture. C'est-à-dire, moi, je dialogue avec quelqu'un qui n'est pas du tout psychanalyste. Je ne me vis pas du tout dans une citadelle assiégée. Je dis au contraire que ça a toujours été la situation, qu'elle n'a rien de nouveau, que j'ai juste envie d'employer la boutade de Mark Twain, mort annoncée de manière très très exagérée. Les nouvelles concernant ma mort sont grandement exagérées.
Voilà. Pour la psychanalyse, je pense qu'il en est de même. Et cette ouverture, elle implique effectivement qu'on est en train de... mais on est obligé, qu'on est en train de s'immerger dans la vie de la cité. Je pense que ça a toujours été le cas. Hein. Je pense que quand les Juifs, les analystes juifs ont émigré en Palestine et qu'ils ont réfléchi à ce qui leur arrivait là-bas, ils étaient parfaitement immergés dans la vie de la cité. La vie de la cité change beaucoup, avec par exemple les fake news. Donc on est obligé de repenser une zone de la théorie. C'est ça ma position. J'ai répondu assez vite. Ah, oui, oui. Juste une dernière remarque, parce qu'on a parlé de neurosciences ou de médecine, mais vous savez, il existe quand même, ou il existait des grands médecins qui ne crachaient pas sur la psychanalyse. Et je salue ici la mémoire d'un grand psychiatre roubaisien à qui quelqu'un disait une fois, un pédiatre, pédiatre, même pas un pédopsychiatre, pédiatre, qui disait, un parent qui disait, oh, vous savez, l'Édipe, machin, tout ça, il est amoureux de sa mère, c'est des conneries. Et le médecin lui dit, mais oui, vous avez raison, ça crève les yeux. Merci Laurence Kahn. Très bien. Merci beaucoup. C'est très joli, je ne connaissais pas cette histoire. C'est vrai, c'est véridique.